Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actuel. Le nouveau code pénal indien est entré en vigueur le 1er juillet et il a le mérite de renforcer les lois relatives aux agressions sexuelles. Le viol conjugal, lui, n'est toujours pas reconnu par les autorités. Longtemps, les relations sexuelles ont commencé pour les femmes au moins lors de la nuit de noces, un moment crucial qui a intéressé l'historienne Aïcha Limbada. C'est le jour où ces femmes perdaient leur virginité, un sujet dont s'est emparée l'autrice Élise Thiebaud. Elles sont nos invitées aujourd'hui. Se refuser à son mari, l'idée est encore inconcevable pour certains hommes en Inde. Aux yeux de la loi, une femme mariée donne son consentement tacite et perpétuel à son mari. Et le gouvernement lui-même refuse de considérer le viol conjugal comme un crime. Nina Masson, Charlie James. Diviane avait que 17 ans lorsqu'elle s'est mariée. C'est au cours de sa nuit de noces que son mari l'a violée pour la première fois. Je lui ai dit que je n'avais jamais eu de rapport sexuel. Et je lui ai demandé si on pouvait y aller doucement pour que je puisse essayer de comprendre. Il a répondu non. La première nuit est très importante pour nous les hommes. Son mariage arrangé a été suivi de 19 mois d'agressions sexuelles et physiques. Il y avait toujours des violences physiques. Parfois, il mettait un couteau sous ma gorge et me mettait au défi de dire non. Il me disait « Tu es ma femme, j'ai tous les droits sur toi ». Aux yeux de la loi indienne, le viol n'est pas reconnu comme un crime s'il est pratiqué dans le cadre du mariage. Une lacune juridique selon cette avocate qui a déposé un recours devant la Cour suprême à l'initiative d'une association de défense des droits des femmes. Karuna Nundi dénonce la clause relative au viol conjugal comme du colonialisme issu d'une mentalité victorienne. C'est quelque chose qui était pratiqué en Angleterre, aux États-Unis, au Népal, mais aussi au Pakistan. C'était le cas aux Philippines. Et tout cela a été annulé à partir de 1991 environ. Le 1er juillet dernier, le gouvernement indien a remplacé les lois de l'ère coloniale par un nouveau code pénal pour rendre, selon lui, le pays plus juste. Certaines lois sur les agressions sexuelles ont été renforcées, mais le viol conjugal reste, lui, exempt de poursuites. Selon le pouvoir indien, sa criminalisation porterait atteinte au caractère sacré du mariage. Le reflet de normes culturelles profondément ancrées, intériorisées par les victimes. Je pensais que les disputes ne devaient pas se produire à cause de moi. Et je pensais aussi qu'il était normal d'avoir des relations sexuelles après le mariage. Je n'ai pas tenu compte de mes propres sentiments. Les ONG de défense des droits espèrent qu'une modification de la loi pourra changer cet état d'esprit. Dès que nous aurons criminalisé le viol conjugal, il y aura des survivantes qui viendront le dénoncer parce qu'il y a beaucoup de femmes qui le subissent. Et ces survivantes sauront que ce n'est pas acceptable. En Inde, 6% des femmes mariées sont concernées selon une enquête du gouvernement. Dans le pays le plus peuplé du monde, cela signifie que plus de 10 millions de femmes ont été victimes de violences sexuelles de la part de leur mari. Voilà pour ce sujet sur le viol conjugal. Pour certaines femmes, c'est ce à quoi la nuit de noces a longtemps ressemblé. Un moment très particulier dans le mariage. C'est l'objet d'ailleurs de vos recherches, Aïcha Limbada. Vous êtes historienne et vous signez La nuit de noces aux éditions La Découverte. Élise Thiebaud, bonjour. Vous êtes journaliste. Vous êtes intéressée à un sujet connexe, la virginité, dont vous parlez dans ce roman graphique, Vierge, la folle histoire de la virginité. C'est aux éditions Le Lombard et c'est avec Eléa Bird au dessin. Merci à toutes les deux d'être sur le plateau de France 24. Aïcha Limbada, je me tourne d'abord vers vous. On vient de le voir dans le sujet, la nuit de noces. C'est un moment critique. C'est aussi ce qui rend le mariage valide dans la plupart des cas, pour ne pas dire la totalité des cas. Est-ce que ça veut dire que ça abolit cette notion de consentement ? Alors pas exactement, parce que au XIXe siècle, parce que j'ai étudié le mariage et la nuit de noces au XIXe siècle, au début du XXe siècle, le consentement, il est indispensable, que ce soit pour le mariage civil ou le mariage religieux, et il est obligatoire. La nuit de noces, enfin, la consommation sexuelle n'apporte pas une validation parce que le mariage est valide à partir du moment où on exprime son consentement.
Cependant, dans l'Église catholique, la consommation sexuelle, c'est ce qui rend le mariage indissoluble. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la consommation sexuelle a eu lieu, on ne peut plus revenir en arrière et les époux sont unis à jamais. Et ça a beaucoup marqué les esprits au fil des siècles et ça fait qu'au XIXe siècle et au début du XXe siècle, même si le mariage civil existe, eh bien, dans les mentalités, c'est quelque chose qui est presque indissociable du mariage. La virginité n'est pas forcément liée à cette validité du mariage, ni religieusement, ni civilement? Non, la virginité n'est pas une valeur ou une vertu qui est attendue de la part des pouvoirs civils et même de la part des pouvoirs religieux, même de l'Église catholique, qui encense la virginité pour les hommes comme pour les femmes, mais elle n'invalide jamais un mariage, elle ne dissout jamais une union, parce que le mari aurait prétendu que la femme n'est pas vierge. Cependant, les hommes, eux, eh bien, ils attendent que leur femme soit vierge. Et c'est là que les problèmes arrivent. Il y a une réciprocité qui n'est pas forcément symétrique. Alors, Élise Thiébaut, vous vous êtes beaucoup intéressée à la virginité. Qu'est-ce que c'est, la virginité? La virginité, c'est une fiction, un mythe. C'est-à-dire, c'est un signe que présenterait une femme exclusivement, puisqu'on parle assez peu de virginité masculine, de n'avoir jamais eu de relation sexuelle, de jamais eu de coït avec pénétration. Alors pourquoi je dis que c'est une fiction? C'est parce qu'en réalité, et ça ne m'étonne pas beaucoup qu'on ne fixe pas la virginité comme attendue d'un mariage catholique, parce qu'en fait, rien ne permet de la définir véritablement ou de la reconnaître. Ça a été une de mes plus grandes surprises de m'apercevoir qu'en réalité, on ne peut pas observer, en regardant une vulve ou un vagin, on ne peut pas dire s'il y a eu ou pas une relation sexuelle précédemment. C'est impossible de le déterminer à l'œil nu. Donc l'hymen, qui serait cette membrane qui protège le vagin et qui serait déchirée au premier rapport, c'est pas une vérité scientifique. Alors l'hymen n'est pas une membrane, bien que le mot hymen signifie membrane en grec. Ça n'est pas une membrane, c'est comme un chouchou. Ça ressemble c'est un repli de la muqueuse vaginale qui peut être relié entre les différentes parties, qui saigne très peu, qui est très très élastique, qui est très souvent strié avec des formes très différentes selon les individus, qui laisse passer le sang, évidemment, donc qui est pas du tout fermé. On s'imagine, quand on parle d'un hymen, on s'imagine la peau d'un tambour qui va être déchirée et qui va être une forme de blessure. Ça n'est absolument pas la réalité physiologique de nos corps. Et donc, si tout ça, c'est un mythe, à quoi ça sert, cette importance qu'on donne à la virginité ? Eh bien, ça sert à faire en sorte que les jeunes filles soient dépossédées de leur sexualité et qu'on décide à leur place, en investissant énormément cette idée qu'un premier rapport sexuel doit obligatoirement être fait dans les conditions qu'elles ne déterminent pas elles-mêmes. Voilà. Et elles sont très souvent ignorantes. D'ailleurs, vous parlez dans votre livre, Aïcha Limbada, de pédagogie de l'ignorance. Et vous citez cet auteur, Bertrand Russell, qui dit que les mères, je cite, participent activement à consolider ce système patriarcal en organisant elles-mêmes, au détriment de leurs filles, une ignorance profitable à la domination masculine. Pourquoi perpétuer ce système patriarcal de cette manière super violente en plus ? Ce qu'on voit, c'est que les jeunes filles arrivées vierges de corps, mais aussi d'esprit. C'est-à-dire que, surtout dans les familles bourgeoises ou aristocrates, on veillait beaucoup à ce que les filles lisaient, à la façon dont elles appréhendaient même leur propre corps. Elles savaient très très peu de choses de ce qui allait arriver et elles ne savaient pas du tout qu'une relation sexuelle allait arriver le soir du mariage. Et ça, c'est les mères, ce sont les familles qui organisaient cette ignorance. C'est pas une sorte d'oubli, on n'a pas oublié de les prévenir, c'est que on veille à ce qu'elles ne soient pas prévenues. Et ainsi, eh bien, la jeune fille, elle est complètement livrée à son mari, ou alors la mère peut la prévenir juste avant la nuit de noces en disant « il va se passer quelque chose et il faut t'en remettre à ton mari et lui obéir en tout point ». Mais en tout cas, cela, c'est vrai que ça accentue en fait la domination masculine et c'est organisé par les hommes mais aussi par les femmes. Justement, par les hommes, parce que parfois, ils ont des choses à cacher eux-mêmes et donc ils sont bien contents que leur épouse reste dans le flou.
Oui, il y a des cas que j'ai pu étudier en consultant des archives judiciaires où des hommes qui, pour certaines raisons, ne voulaient pas en fait consommer le mariage, soit qu'ils étaient impuissants, soit qu'ils étaient homosexuels et qui ne voulaient pas du corps de leur femme, bon, plein de raisons différentes. Et eh bien, en fait, ils peuvent dire à leur femme que le mariage a été consommé alors qu'il ne l'a pas été, parce que la femme, ne sachant pas en quoi consiste cette consommation sexuelle, elle ne sait même pas qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle pendant la nuit du mariage. Et parfois, vu que les gens n'en parlent pas, que les femmes ne s'en parlent pas forcément avec donc leur mère, leur sœur, etc., eh bien, ça fait qu'elles peuvent attendre parfois des mois, voire des années, sans savoir qu'elles n'ont pas eu cette relation sexuelle qui fait débuter en fait les relations conjugales matrimoniales. Et donc qu'elles sont encore vierges. Et qu'elles sont encore vierges. Alors ce qui est très amusant, c'est vous soulignez, Élise Thiebaud, dans votre livre, que les vierges sont plus ou moins déifiées en fait. On en trouve à travers toutes les mythologies, dans les mythologies grecques et romaines, et puis aussi dans la mythologie, en tout cas la religion chrétienne, avec la Vierge Marie, qui est un personnage très particulier, une icône. Oui, la Vierge, ça n'est pas que la jeune fille qui va être soumise, innocente, puis violée dans le cadre du mariage, on peut le dire dans ces termes-là. C'est d'abord une femme sans homme. Cela désigne une femme qui n'est pas en couple, une femme qui a refusé la vie de couple et la maternité. On le retrouve chez les Vestales. La condition pour avoir tout ce pouvoir, c'est de renoncer à la sexualité et à la maternité. Et beaucoup de femmes choisissent ce chemin-là comme une voie de liberté. Et avant d'être ce retournement de la domination, c'est d'abord l'incarnation d'un grand pouvoir. Et on le voit avec la Vierge Marie, qui est l'héritière des divinités qui l'ont précédée, que ce soit Artémis, Ishtar, Astarté, toutes ces déesses lunaires qui incarnaient le féminin, le maternel, la capacité magique qu'ont seules les femmes de porter et mettre au monde des enfants dont on ne s'expliquait pas ce mystère exceptionnel. Par contre, ce qui est amusant, c'est que dans la mythologie ou les religions, il n'y a pas d'homme vierge qui soit reconnu, admiré pour sa virginité. Pas que je sache, mais il se peut bien que dans certaines cultures, il existe des hommes qui sont admirés pour leur capacité d'abstinence ou de renoncement à la sexualité. On le trouve y compris dans la tradition chrétienne. Le rejet de la sexualité est très présent dans certaines traditions chrétiennes ou d'autres traditions culturelles. C'est un rejet de la sexualité. On ne divinise pas un homme parce qu'il n'a pas de relation sexuelle. On va diviniser une femme par sa capacité d'incarner la féminité, ce qui est un petit peu différent. Eh bien, c'est tout le temps dont on dispose pour parler de ces deux sujets passionnants. Merci à toutes les deux d'être venues. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Aïcha Limbada, La nuit de noces, c'est aux éditions La Découverte. Énormément de choses à apprendre là-dessus et on en apprend beaucoup sur notre société à travers cette nuit très particulière. Et puis, Vierge, la folle histoire de la virginité, donc Élise Thiebaud avec Eléa Bird, et c'est aux éditions Le Lombard. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau d'Actuel et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.